Bonjour, je suis Edith Durand, je suis orthophoniste et chercheur. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui dans le cadre des conférences mots croisés soutenues par l'Association québécoise des personnes aphasiques et la Fondation Maison de l'aphasie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'intéresse, à savoir développer des thérapies en orthophonie pour les personnes qui présentent une aphasie. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout un poème. Poème, c'est le nom de la thérapie que j'ai développée lors de mon doctorat et dont je vais vous parler des résultats. Cette thérapie, vous allez le voir, fait des liens entre faire et dire. Toute ma présentation va faire le lien entre les actions et le fait de produire les verbes reliés à ces actions-là. Dans le cadre de cette capsule, pour les 15 minutes à venir, je vous emmène, on embarque. Premier arrêt, je vais vous parler des connaissances que l'on a, à la fois en orthophonie, mais aussi en neurosciences. Ces connaissances, je les ai mises ensemble pour constituer, deuxième arrêt, la thérapie poème, dont je vais vous expliquer le fonctionnement. Troisième arrêt qu'on fera ensemble, je vais vous parler des résultats que j'ai obtenus en appliquant cette thérapie auprès de personnes avec aphasie. Peut-être se reconnaîtront-elles parmi les personnes qui écoutent cette capsule. Et enfin, je ferai une brève conclusion. Alors on y va. On sait que l'aphasie est un trouble qui survient suite à une lésion cérébrale, à une lésion, une blessure dans le cerveau, et que c'est un trouble du langage qui a un impact sur les capacités de compréhension et ou de production de la personne qui présente une aphasie, avec un impact important sur la qualité de vie. Parmi tous les signes de l'aphasie, on sait que l'anomie, anomie ou le manque du mot, est le symptôme le plus fréquent et le plus persistant, et ce, quel que soit le type d'aphasie. L'anomie, ça peut toucher les noms, et ça peut aussi toucher les verbes. La littérature, les connaissances que l'on a en orthophonie montrent que il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à produire des verbes. Et que pourtant, il n'y a pas encore beaucoup de thérapies développées sur l'anomie des verbes. Et on sait que le verbe, c'est ce fameux noyau de la phrase. Est-ce que si on travaille sur ce noyau de la phrase, on peut avoir un impact encore plus important sur les capacités de la personne à pouvoir nommer, à pouvoir faire des phrases, à pouvoir mieux communiquer. Deuxième chose que l'on sait sur les thérapies qui ont ciblé l'anomie des verbes, c'est que quand on travaille avec la personne, oui, il y a une amélioration de la capacité à nommer les actions, mais cette capacité n'est pas forcément facile à pouvoir transférer aux différents milieux de vie de la personne dans sa communication avec les autres, que ce soit son entourage proche, ses connaissances, ses amis et dans la vie de tous les jours. Donc, ces deux connaissances qui sont issues de l'orthophonie, des sciences en orthophonie. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est des connaissances que l'on a cette fois-ci au niveau des neurosciences. Les neurosciences, ce sont les sciences qui s'intéressent au cerveau. On sait que c'est un organe important et complexe. Et plus on avance dans la science, plus on sait que ce cerveau fonctionne grâce à de multiples connexions pour pouvoir fonctionner. Je sais que Anna Zombansen vous aura parlé de ces connexions déjà dans la capsule avant la mienne. Et on sait que le cerveau va être plastique. Qu'est-ce que ça veut dire un cerveau plastique ? C'est un cerveau qui a la capacité de se modeler, de s'adapter tout au long de la vie. Que ce soit dans l'apprentissage, chez les enfants, on sait qu'il y a des réseaux qui se mettent en place. Les réseaux, c'est de la communication entre des aires pour faire un comportement. On sait comment il se met en place et comment il agit lorsque l'on fabrique, par exemple, de la parole, du langage. Mais ce cerveau est toujours plastique.
tout au long de la vie, même après une lésion cérébrale, une lésion au cerveau, on sait qu'il va se réorganiser et se réadapter pour favoriser les améliorations et notamment pour l'aphasie, on sait qu'il y a une réorganisation au niveau du langage. Ici, je vais vous parler spécifiquement de ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on fait une action et lorsque l'on dit une action. Alors, on va faire quelques exercices ensemble. Ici, vous voyez, c'est une vidéo d'une personne qui va durer quelques secondes où je vous demande de regarder ce que cette personne est en train de faire. D'observer, vous allez voir, je vais mettre des yeux à chaque fois, je vous dis d'observer, regardez ce que cette personne est en train de faire. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On y va. Alors, vous avez vu, cette personne, elle est en train de souffler. Deuxième activité que nous allons faire ensemble, j'ai symbolisé ces petites mains-là que l'on va retrouver plus tard pour dire est-ce que vous êtes capable de faire cette action-là, de faire comme cette personne. Donc, je vous encourage, en regardant cette capsule-là, à faire l'action, souffler. Comme si on soufflait sur les bougies. Troisième chose que je vais vous demander de faire, et cette fois-ci vous voyez un symbole avec des rouages dans le cerveau, là, dans la tête, c'est parce que je vous demande d'imaginer, de vous imaginer en train de souffler les bougies. Donc vous allez fermer les yeux pour ceux qui veulent se prêter au jeu et vous imaginez en train de souffler les bougies dans votre contexte, dans votre cuisine, dans votre salon, là où vous avez fêté votre anniversaire. Vous vous remettez dans ce contexte-là et vous vous imaginez en train de souffler les bougies. Ok. Donc on a observé l'action, exécuté l'action, imaginé cette action-là. Qu'est-ce que l'on sait au niveau des neurosciences? Eh bien, on sait que quand on regarde une action, on fait une action ou qu'on imagine une action, il y a le recrutement de ces aires qui sont symbolisés sur deux cerveaux que vous voyez apparaître à l'image. Un cerveau qui est plus orienté, ici il y aurait les yeux, ici c'est l'arrière de la tête, ici il y aurait les oreilles. Pareil, ils ont orienté cette fois-ci pour regarder l'hémisphère droit. Ici il y aurait les oreilles, les yeux, donc l'avant, ici l'arrière de la tête. On voit qu'il y a des aires et des régions qui sont colorées. Eh bien, en fait, c'est une analyse qui a été faite qui montre que ces mêmes aires sont recrutées, sont activées dans notre cerveau quand nous regardons une action, quand nous faisons cette action et quand on imagine cette action-là, et notamment les cortex moteurs et prémoteurs. On pourra en rediscuter en détail si vous le souhaitez. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces cortex moteurs et prémoteurs sont importants pour pouvoir dire l'action. Il y a quelque chose qui se passe, des liens entre faire l'action et dire l'action. Faire l'action en la regardant, en l'imitant, en l'imaginant, pour pouvoir favoriser la production de l'action. Intéressant. Sachant cela, j'ai développé une thérapie qui combine pour la première fois 3 stratégies. Observer l'action, exécuter cette action, imaginer cette action pour favoriser la dénomination de cette action-là. Et nous voici avec la thérapie POEM pour Personalized Observation, Execution and Mental Imagery Therapy. Donc une thérapie personnalisée qui utilise l'observation, l'exécution et l'imagerie mentale d'une action pour favoriser la dénomination de cette action-là. On sait aussi qu'il y a des principes qui influencent la neuroplasticité. Il y a des choses que l'on peut mettre, que l'on peut intégrer dans les thérapies en orthophonie qui favorisent les changements dans les réseaux pour favoriser un ancrage du comportement. On sait que les changements au niveau du cerveau vont faire que ce comportement va devenir de plus en plus efficace. Ici, par exemple, pour dénommer. Quels sont ces principes? Eh bien, on sait que si
On utilise un comportement de dénomination en cas d'anomie. Ça va favoriser les capacités à pouvoir dénommer. On sait que si on utilise des exemples d'actions qui sont importantes pour la personne, eh bien, ça va favoriser la stimulation et favoriser les améliorations. Et enfin, on sait que si on utilise le comportement et les stratégies travaillées de façon répétitive et fréquente, on favorise un changement au niveau de la neuroplasticité qui favorise une amélioration au niveau de la dénomination. Alors, pour faire la thérapie, vous avez vu que j'utilise notamment des vidéos d'action et les personnes sont dans leur contexte de vie. Là, la personne est en train d'essuyer un bol dans le cadre de sa cuisine. On pourra en reparler si vous voulez. Et j'ai appliqué la thérapie selon cette ligne du temps que vous voyez en orange. Avant la thérapie, on fait une évaluation avec des tests d'abord pour regarder quelles sont les facilités, les difficultés de la personne. Et pour ceux qui peuvent, on a fait une acquisition dans une IRM pour faire un examen par imagerie par résonance magnétique. Et après, on a appliqué la thérapie, 15 séances de thérapie, avec 3 séances de thérapie par semaine pendant 5 semaines. Et on a fait une évaluation après la thérapie, en testant avec nos tests, mais aussi en utilisant une IRM pour ceux qui le pouvaient. Ensuite, on a fini notre partie thérapie, mais à 2 mois et à 6 mois, j'ai re-rencontré les personnes qui avaient bénéficié de la thérapie pour regarder si ça se maintenait dans le temps, si les améliorations qu'ils avaient eues pouvaient se maintenir dans le temps à 2 mois et à 6 mois. Les mesures dont je vais vous parler, les résultats dont je vais vous parler, c'est des résultats que j'ai enregistrés sur les capacités de la personne à produire, mais aussi des résultats que j'ai enregistrés sur les changements au niveau des connexions, au niveau de la neuroplasticité. Alors, je vais vous parler de ces deux choses. Première chose, donc les résultats que l'on regarde au niveau des capacités de production. J'ai rencontré 10 participants et participantes avec aphasie chronique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont à plus d'1 an après l'AVC, pour certains même à 30 ans après l'AVC. Et voici les résultats. Vous voyez ici la capacité de dénommer, le taux de dénomination aux 4 temps de mesure. Avant la thérapie, après la thérapie, à 2 mois après la thérapie et à 6 mois après la thérapie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amélioration de la capacité à dénommer après la thérapie et qui se maintient dans le temps. Très intéressant pour les items qu'on a travaillés en séance avec les stratégies observation de l'action, exécution du geste, imaginer l'action. Ça, c'est ce qu'on pouvait retrouver dans la littérature. Encore plus intéressant, c'est que pour ces personnes-là, j'ai mesuré leur capacité à dénommer des items qu'on n'avait pas entraînés pendant la séance. Pour ces items qu'on n'avait pas entraînés en séance, on voit le taux de dénomination ici, et à nouveau les 4 temps de mesure. On voit qu'il y a une amélioration des capacités de dénomination et un maintien dans le temps pour des items qu'on n'a pas traités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui ont suivi la thérapie POEM peuvent appliquer la stratégie qu'on a utilisée en séance pour d'autres items. Donc, il y a un transfert de la stratégie, une généralisation de la stratégie. Ces résultats-là, cette thérapie-là, on a réussi à la répliquer en France et en Suisse auprès de 2 autres personnes avec une aphasie chronique. Et en fait, ça a marché aussi. On voit les améliorations au niveau des items entraînés et des items non entraînés. Donc, c'est très encourageant. L'autre chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir mesurer les effets de cette thérapie en dehors de la salle, mais aussi qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est mieux pour la personne dans sa communication au quotidien, avec les cercles dont j'ai parlé tout à l'heure? Ce que j'ai fait, c'est que je mesurais les capacités à pouvoir faire
à pouvoir décrire une image avant la thérapie, après la thérapie, à 2 mois et à 6 mois. Et c'est le travail que je suis en train de regarder avec 2 étudiantes en orthophonie pour regarder dans le discours, est-ce qu'il y a plus de verbes qui sont produits? Est-ce qu'il y a plus d'énoncés, plus de phrases? Mais aussi, avec une autre étudiante, est-ce qu'il y a plus de gestes qui sont produits? Est-ce que la thérapie qui utilise les gestes peut favoriser l'utilisation des gestes parce qu'on sait que c'est une stratégie qui aide quand on est dans un manque d'humour. Donc c'est à suivre. Je vous parle maintenant des résultats que j'ai mesurés au niveau de la plasticité cérébrale. Pour ça, je vous ai montré qu'il y avait une acquisition avant la thérapie en IRM, une acquisition après la thérapie. Et là, je vais vous parler des résultats obtenus auprès de 2 participantes avec aphasie chronique. Ici, vous voyez que ce qui se passe lorsqu'elles sont allongées dans l'appareil d'imagerie par résonance magnétique, on leur montre des actions qu'elles dénomment. Ici, je vous montre les résultats que nous avons obtenus et publiés auprès de la participante numéro 1 dans la partie orange, auprès de la participante numéro 2 dans la partie jaune. Les résultats en pré-thérapie au-dessus et les résultats en post-thérapie en dessous. Sans aller dans les détails, juste retenir qu'après la thérapie, il y a un recrutement d'aires qui inclut des aires langagières et motrices. Donc ça, c'est un premier fait intéressant. On pourra y revenir en détail si vous avez des questions. Deuxième chose que nous avons fait comme étude, cette fois-ci avec 4 participants de notre étude, on a mesuré la connectivité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la connectivité fonctionnelle? Eh bien, on mesure comment 2 aires s'activent de façon synchrone, elles s'activent en même temps. Et on sait que les aires qui s'activent en même temps, eh bien, elles travaillent ensemble, dans le même réseau. Donc, ce qu'on voulait mesurer avec un outil ici qui s'appelle CON, c'est regarder est-ce que la thérapie fait que certaines aires fonctionnent mieux ensemble. Eh bien, on a mesuré ici, on pourra détailler ensemble si vous en avez envie, mais le résumé de cette figure-là montre qu'en fait, oui, il y a une augmentation de la valeur de connectivité fonctionnelle, oui, certaines aires fonctionnent mieux ensemble après la thérapie, et ces aires appartiennent aux aires qui sont là pour le traitement visuel et moteur et le traitement de l'action. Donc, ces aires vont fonctionner mieux après la thérapie pour des personnes qui se sont améliorées à pouvoir dénommer les actions. Qu'est-ce que je peux en conclure? La première chose qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a une amélioration de la dénomination des verbes avec des stratégies qui sont accessibles. Observer une action, faire le geste ou s'imaginer l'action, on peut s'entraîner, c'est accessible. Et il y a des améliorations même en phase chronique, même pour les personnes qui sont plusieurs années après l'AVC. Il y a des changements au niveau de la neuroplasticité qui sont en lien avec cette thérapie qui est à la fois langagière mais aussi motrice. Vous avez vu que c'est une première phase, dans la première phase de développement de cette thérapie, on montre les effets. Il s'agirait maintenant de poursuivre avec davantage de participants. Et vous avez vu aussi qu'on a des mesures qu'on continue à analyser sur le discours notamment. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les participants à cette étude. Et je vous dis rendez-vous jeudi 28 avril lorsque nous nous rejoindrons à l'AQPA. Merci.